Temps d'aller déjeuner après. Je vous laisse revenir si quelqu'un peut battre le rappel dehors. Est-ce que tout le monde est à sa place? Est-ce qu'il y a encore des gens dehors ou pas? Marion, est-ce qu'il y a des gens dehors encore ou pas? Nathalie. Alors on va reprendre. C'est une sorte de transition. Enfin, c'est pas une sorte, c'est une transition entre la première table ronde qu'on a eu, auquel on vient d'assister sur le droit, les magistrats, les avocats. Sont-ils un frein à l'amiable? Et puis cet après-midi, on abordera les émotions. Et on a pensé avec Karine et Anne-Marie que de faire un petit point avant d'aller manger sur les méconnaissances qui sont aussi un frein à l'amiable, pouvait être une sorte de transition entre les deux tables rondes. Donc je vais laisser la parole à Anne-Marie et Karine. Mais bonjour, nous sommes très heureuses, Anne-Marie et moi, de revenir pour ce colloque annuel que nous trouvons vraiment toujours formidable. Et nous avons été très intéressés par la première table ronde et nous nous sommes dit à l'issue de celle-ci que même si le budget de la justice en Belgique est largement déficitaire, même si nous avons 30% des magistrats qui sont en burn-out, même s'il faut attendre 3 ans pour avoir une décision devant la cour d'appel, eh bien finalement nous sommes plutôt bien lotis. Nous sommes plutôt bien lotis. Nous sommes plutôt bien lotis parce que vous allez le voir tout au long de ce bref exposé, nous avons en tout cas une chance par rapport aux Français, c'est que les avocats chez nous sont au centre de l'amiable, vraiment. Alors si vous le voulez bien, nous allons voir, notre exposé va s'élaborer en 3 points. Les méconnaissances, d'abord la méconnaissance des modes de résolution de conflits, ensuite la méconnaissance du fonctionnement et la méconnaissance de la pratique. Alors, méconnaissance des modes. Quand je vous disais que les avocats en Belgique sont au centre de l'amiable, eh bien, il suffit de s'en référer à un article qui est un article pivot en ce qui nous concerne et en ce qui concerne l'amiable, qui est l'article 444 du Code judiciaire, qui en fait met à charge des avocats, et c'est spécifiquement indiqué dans la loi, 2 obligations. On va faire un tout petit peu de droit, 30 secondes. On a en fait une obligation qui est une obligation de résultat, puisque cet article nous dit « Les avocats informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges ». Là, nous avons effectivement une obligation qui est une obligation de résultat. Cette information, nous devons la donner. Deuxième partie de cet article 444 du Code judiciaire, c'est en fait une obligation de moyens. Il nous dit ceci: s'ils estiment qu'une résolution amiable est envisageable, ils tentent, dans la mesure du possible, de la favoriser. Alors, je ne vais pas faire la sémiologie ici, ce n'est pas la petite Belge qui va venir vous apprendre à parler français, mais clairement, chez nous, on ne parle pas de l'amiable à proprement parler. On a gardé le vieux concept de mode alternatif de résolution de conflits, et j'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure. À côté du Code judiciaire, nous avons aussi nos obligations déontologiques, comme vous, mais notre Code de déontologie reprend en réalité le premier devoir de l'avocat que nous connaissons tous, qui est le devoir de concilier. C'est notre premier devoir déontologique. Et l'article 2.1 de notre Code de déontologie est extrêmement précis, puisqu'il nous dit « acteur nécessaire de l'administration de la justice,
l'avocat évalue la situation juridique de son client, l'assiste et le conseille, le représente et le défend. Il favorise la résolution amiable des litiges. Alors, cette information, elle doit être comment? Cette information, elle doit être complète, c'est évidemment indispensable, elle doit être correcte, et elle implique évidemment que les avocats connaissent les modes alternatifs de résolution de conflits et les connaissent suffisamment que pour pouvoir les exposer à leurs clients, nous y reviendrons. Ensuite, il faut savoir que le juge peut vérifier à l'entame d'une procédure ou d'une homologation, il peut évidemment s'assurer que l'avocat a présenté les différents modes de résolution amiable au client avant de se présenter à lui. Alors, comment faire? Parce que nous avons tout de même aussi une obligation déontologique qui est celui d'être lié par notre secret professionnel et que ce que nous disons à notre client dans le secret de nos consultations, évidemment, reste confidentiel. Alors, ce qu'on peut préconiser, c'est au moment où vous mettez en ordre votre lettre de mission, de prévoir dans la lettre de mission un bref résumé des différents modes et préciser qu'effectivement, vous en avez donné connaissance au client. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que notre paysage belge est sans doute un peu plus large. Dans la mesure où moi j'ai été étonnée, et Anne-Marie aussi, je pense, d'entendre essentiellement parler pendant l'heure et demie où nous vous avons écouté avec beaucoup d'intérêt, on nous a parlé essentiellement de la médiation et de la conciliation. Or, le paysage des modes alternatifs ne se résume pas à cela. Et chez nous, nous faisons en fait la distinction entre deux types de modes de résolution amiable, ceux où le pouvoir décisionnel reste entre les mains des parties et celui où le pouvoir décisionnel est dans les mains d'un tiers. Et c'est pourquoi nous avons évidemment le mode qui est sans doute le plus ancien, celui qui a fait le premier son apparition chez nous dans le code judiciaire, c'est la médiation, et c'était plus particulièrement la médiation familiale. Et effectivement, on nous a dit ce matin que la médiation familiale est évidemment un magnifique creuset d'expérience, et les affaires familiales un magnifique creuset d'expérience, et c'est tout naturellement par les affaires familiales que la médiation aussi a fait son apparition en Belgique, déjà il y a près de 26 ans maintenant. Il y a aussi la conciliation, et quand on vous parle ici de conciliation, nous faisons référence à notre chambre de règlement amiable, qui est le pendant de l'ARA chez vous, c'est-à-dire le magistrat qui intervient pour concilier les parties avec l'aide des avocats. Et puis, il y a les autres modes. Alors, il y a le droit collaboratif, dont on a relativement peu parlé aujourd'hui, et vous verrez que nous allons essentiellement, nous axer sur le droit collaboratif au cours de notre exposé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la médiation en Belgique, elle se développe de façon, je dirais, continue, et j'ai le sentiment qu'il n'y a que très très peu d'avocats, pour ne pas dire pas d'avocats, qui ne connaissent pas la médiation en Belgique. Et aujourd'hui, on a vraiment étendu la médiation à la plupart des domaines. Alors c'est vrai que la médiation familiale a émergé depuis maintenant 25 ans, mais la médiation civile et commerciale, la médiation en matière sociale, la médiation en matière administrative et avec les pouvoirs publics commence à se développer également, et je dirais que la plupart des avocats ont conscience de ce mode alternatif qu'ils connaissent. Ce n'est pas tout à fait pareil avec le droit collaboratif, qui est le petit dernier, qui, comme vous le savez, puisque nous avons eu l'occasion d'en parler l'année passée à ce même colloque, mais qui a fait son entrée dans le code judiciaire à côté de la médiation, à côté des autres modes alternatifs. Ça, je dirais qu'avec la négociation traditionnelle, celle que les avocats sont tous censés faire, puisque notre premier devoir est celui de concilier, eh bien, ça, ce sont les modes de résolution amiable où le pouvoir décisionnel est entre les mains des parties. Et puis, à côté de ça, il y a les autres modes de résolution qui sont l'arbitrage, dont on n'a pas parlé parce que c'est vrai que l'arbitrage, on le regarde souvent de loin, et chez nous, quelque chose qui commence tout doucement à se développer, qui est la tierce décision obligatoire. Je vous rappelle, la tierce décision obligatoire, pour donner un exemple assez simple, c'est celui d'une expertise qui est une expertise liante. Si vous avez une expertise, vous faites appel à un expert en matière comptable, en matière immobilière, et que vous décidez avec les parties que cette expertise va lier les parties, nous sommes dans le cadre d'une tierce décision obligatoire. Alors, on l'a vu, les obligations de l'avocat, en tout cas l'obligation de résultat, c'est une obligation
d'information. Obligation d'information lors de la première rencontre avec le client, lors de ce colloque singulier avec le client. Et c'est ce que nous appelons la garde de triage. Garde de triage parce qu'effectivement, il appartient à l'avocat d'expliquer toutes les formes de résolution amiable possibles, toutes les voies possibles en fonction du contexte dans lequel ils sont. Et pour les médiateurs qui sont là, je sais qu'il y en a quelques-uns parmi nous, pour ceux qui pratiquent le droit collaboratif, eh bien, sachez qu'en réalité, ce que nous préconisons lors de cette première réunion, c'est en réalité un mini-processus. C'est-à-dire qu'on va commencer par avoir une phase de narration. Vos clients vont vous expliquer dans quel contexte ils se trouvent, la situation qui est la leur, les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et puis vous allez voir avec le client, la cliente, quelles sont les différentes options possibles de voies à prendre pour tenter ou pour régler leurs différends. Ça peut être la voie traditionnelle de la justice. Je crois qu'il faut arrêter de penser que l'amiable est possible dans tous les cas. L'amiable n'est pas toujours possible, parce qu'il y a des cas dans lesquels, effectivement, les clients ont besoin d'en découdre pour faire leur deuil d'une situation. Donc, il y a la voie traditionnelle. Et à côté de ça, il y a tous les différents modes dont je viens de vous parler qui doivent être présentés aux clients. Alors, la difficulté et le constat que nous faisons, c'est que si chez nous la médiation est connue, mais la plupart des autres modes ne le sont pas. Et donc il est indispensable de pouvoir former, et je reviendrai très brièvement, les avocats à ces différents modes alternatifs. Alors, pour le client, on a l'habitude de dire qu'en réalité, il n'y a pas tel ou tel mode de règlement qui est la panacée. Ce qui est la panacée, c'est le choix. C'est la richesse que nous pouvons apporter à nos clients en leur donnant des voies très différentes, mais qui, pour la plupart, aboutissent à des solutions qui sont des solutions négociées, dans lesquelles, effectivement, ils sont partie prenante à la résolution de leurs conflits ou de leurs litiges, et où on ne leur impose pas les choses. Je pense que c'est ça qui est fondamental. Nous sommes dans une époque où nous avons face à nous des instruments extrêmement différents, très variés, et qui peuvent s'adapter à la situation des uns et des autres. Alors, comment pallier le manque d'information des avocats? Mais je pense qu'il y a d'abord, et chez nous, nous sommes en tout cas attelés à ça, une information auprès des barreaux eux-mêmes. Je crois que les barreaux ont un rôle important à jouer. Ils doivent effectivement informer les avocats des différents modes alternatifs. Ça doit être présent sur les sites des barreaux. Nous avons, nous, un ordre, je dirais, qui est un ordre fêtier qui regroupe l'ensemble des barreaux francophones et le petit barreau germanophone belge, qui est l'OBFG, qui est un site sur lequel est présenté les différents modes de règlement amiable. C'est important. Également mise à disposition des outils de communication, que ce soit des prospectus, que ce soit des capsules. Nous aurons l'occasion de vous montrer un exemple de ce que nous pratiquons chez nous en termes de capsules, donc d'audiovisuel, mais également de prospectus. Nous avons un dépliant qui est disponible pour l'ensemble des avocats dans leur cabinet, un dépliant qui explique de façon relativement précise, nous l'espérons pédagogique, et en différents points, les différences entre les différents modes alternatifs. Qu'est-ce qui diffère entre la médiation et le droit collaboratif? Quelle est la différence entre la négociation traditionnelle et la médiation, le droit collaboratif? Qu'est-ce que la tierce décision obligatoire? Et ce document peut soutenir la présentation au client. C'est un document qui peut être remis à l'issue de la première réunion, à l'issue de laquelle on va demander au client de réfléchir à la voie qui lui paraît préférable. Alors, campagne de presse, évidemment, il faut des moyens. Nous savons que la justice manque de moyens et les barreaux, en fonction du nombre d'avocats, ont plus ou moins la possibilité financière de faire des petites ou grandes campagnes de presse. Nous avons eu la chance en Belgique d'avoir une campagne de presse, en tout cas radiophonique, qui était suffisamment importante et qui a permis en tout cas à chacun de garder certains slogans qui étaient importants. Du type, un avocat, il faut le consulter avant d'avoir les ennuis après, ou du style, l'amiable, il faut en tenir compte, etc. Donc on a vraiment là eu un effort. Mais je crois que ça ne suffit pas. Et j'entendais ce matin, et je rejoins différents intervenants de ce matin, je pense que nous, avocats, nous avons un rôle fondamental aussi à jouer dans le développement de l'amiable et dans la connaissance et
et l'information de l'amiable. Alors, je crois qu'il faut en parler dans nos cabinets. Il faut que ça se figure sur les sites de nos cabinets. Pourquoi pas sur nos pieds de signature, les pieds de signature de nos mails, les pieds de signature de nos courriers. Pourquoi ne pas faire de contributions écrites? Parfois des petites contributions dans des journaux de grande diffusion. Vous savez, les médias sont très friands de remplir leurs colonnes et c'est parfois intéressant de faire quelques lignes pour présenter, par exemple, le droit collaboratif. Pourquoi pas? Une information auprès des magistrats, parce que c'est vrai que certains magistrats, comme ceux que nous avons entendus ce matin, sont des ambassadeurs de l'amiable. Nous n'avons pas cette chance. Nous avons effectivement des magistrats en Belgique qui sont très impliqués. On nous a parlé d'un système belge ce matin, dont je voudrais quand même préciser que c'est un système un peu isolé, le système de Dinan. Il n'est pas généralisé, mais c'est en tout cas une expérience. Je crois qu'il faut effectivement une information auprès des magistrats et pourquoi pas des formations communes. Magistrats, avocats, une formation pour les différents modes de résolution amiable. Alors, ce que nous avons développé aussi, c'est des formations spécifiques dans le cadre du CAPA. Dans le cadre du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, nous avons un cours consacré au mode alternatif de résolution de conflits. Obligatoire. Je ne pense pas qu'il est sanctionné par un examen. Voilà. Et il y a en même temps le niveau 1 du droit collaboratif qui maintenant est obligatoire pour les stagiaires. Ce qui est quand même une avancée importante. Parce qu'on nous dit, et c'est vrai, les universités en France sont effectivement conçues, les programmes sont conçus de façon telle qu'il n'y a pas beaucoup de place pour ce qui sort du strictement et purement juridique. Chez nous en Belgique, nous avons la chance d'avoir sans doute plus de liberté pédagogique à cet égard et ça nous permet notamment, Anne-Marie et moi et d'autres, de diffuser la bonne parole et d'aller dans les universités, d'être invité par les professeurs de droit judiciaire et d'aller parler des modes alternatifs à de jeunes futurs avocats, de jeunes étudiants qui sont souvent intéressés. Et chaque année, nous avons, Anne-Marie et moi, au moins 2 ou 3 étudiants qui viennent chez nous en nous demandant s'ils peuvent faire leur travail de fin d'année ou leur mémoire sur le droit collaboratif ou sur la médiation. Donc ça porte ses fruits. Donc je pense que si l'université n'a pas l'occasion de faire le travail, bien alors il faut aller un stade plus loin et il faut faire le travail avec les stagiaires. Quand ils arrivent chez nous, quand ils sont encore tout jeunes et qu'ils découvrent en réalité toutes les voies qui sont possibles. Et puis je pense qu'il faut aussi, sans doute avant tout, essayer de pratiquer, mais j'y reviendrai. Merci. Et donc effectivement, comme c'est indiqué, il faut qu'on soit nous-mêmes le changement qu'on veut dans le monde. Si on veut qu'il y ait de l'amiable, ça va passer par nous et on a tous et tout un travail à faire à ce niveau-là. Et on en parlait déjà ce matin, on a un travail à faire aussi en matière de communication, en fait, sur les modes alternatifs ou sur les modes amiables. Et donc, on voulait partager, Karine et moi, on voulait partager ce matin avec vous un article qui va paraître dans le journal des modes alternatifs, qui a été rédigé par une professeure de communication du lycée Louvain et qui nous expliquait, en fait, le prochain numéro du journal des modes alternatifs va être dédié justement à la communication sur les modes amiables et sur les modes alternatifs et l'importance de changer, en fait, notre communication. Et cette professeure nous disait, il y a 5 clés, en fait. Les 5 clés, c'est d'abord de fournir une information convaincante. On en parlait tout à l'heure de la conviction, et je vais y revenir, sur la pertinence des modes amiables, c'est-à-dire de placer les modes comme étant des modes pertinents de résolution des litiges, d'accroître absolument la visibilité en amont des litiges, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas encore de litige reçoivent des informations sur ces modes amiables, en fait, pour renforcer la familiarité et la légitimité de ces modes. Également, concevoir une communication attractive et accessible. Alors je pense, et peut-être que certains d'entre vous ont critiqué cette campagne, mais moi quand j'ai vu la campagne du CNB l'année passée, qui était avec des pieds sous la couette et qui disait « Gardez votre énergie pour les bons moments », eh bien moi j'ai trouvé ça génial, parce que c'est hyper attractif et que du coup ça met en mouvement des émotions et les personnes ont retenu le message de la justice amiable. Et donc je pense qu'une communication attractive qui sort un petit peu de nos traditions, peut-être que nous, en tant que juristes, on aime bien les traditions, on aime peut-être bien les choses sérieuses, mais sachez que justement ce mode qui met en mouvement des émotions chez les personnes, eh bien c'est ça qui va attirer leur attention et qui va rendre l'information aussi accessible. Karine Chéry, qui a donc rédigé cet article, disait aussi qu'il fallait ajuster la communication aux informations qui sont recherchées et attendues
par les personnes qui rencontrent des litiges, d'aller voir quels sont leurs besoins en termes d'information et d'essayer de rencontrer au maximum dans notre communication ces besoins. Et aussi, ajoute-t-elle, il faut une stratégie de communication qui soit non seulement multitemporale, c'est-à-dire qui touche les personnes qui n'ont pas de litige avant le litige, pendant le litige, voire même après, mais aussi multimodale. Et Karine en a parlé, mais le multimodal, ça passe par effectivement peut-être mettre dans nos courriels avocat collaboratif agréé ou médiateur, enfin pour la médiation, mais d'en parler en fait, de vraiment déployer un ensemble de modes de communication par lesquels on parle des modes amiables et passant également par des récits expérientiels, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, pour convaincre, dont on parlait tout à l'heure, il faut que les avocats convainquent leurs clients, il faut convaincre les avocats. Mais on sait qu'en fait, il va falloir toucher 3 choses. En fait. Il va falloir toucher notre cocotte. Co de cœur, co de corps et te de tête. Il va falloir parler à notre cœur avec des émotions qui vont nous toucher, sinon les personnes ne vont pas être sensibles à notre message. Il va falloir parler au corps, c'est-à-dire donner des exemples concrets, comment ça se passe en pratique, des personnes qui ont fait des modes amiables et qui ont réussi, qui ont un bon accord, et également parler à la tête avec des arguments logiques et accessibles. Donc, on a vraiment là un fameux challenge pour changer en fait aussi la communication et adapter, utiliser des outils pluridisciplinaires pour mettre en avant les modes amiables. Et donc, je vous avais mis en Belgique, quand on a fait la campagne sur le droit collaboratif, on a été coaché justement par une spécialiste en communication. Elle nous a dit, il faut absolument que vous trouviez un fer de lance, vraiment une expression, quelque chose qui va en une phrase résumer le droit collaboratif. Et je peux vous assurer qu'on a cherché, on a fait du brainstorming. Et finalement, ce qu'il en est ressorti, après je ne sais pas combien d'heures, 14 heures de brainstorming, je ne sais plus combien, mais c'était négocier des solutions justes pour chacun. Et c'est un slogan qui a marqué, en fait, et qui marque en Belgique, effectivement. Et donc, c'est effectivement voilà, de nous mettre en mouvement si on veut aussi que les modes amiables soient plus connus aussi du grand public. Alors, dans la méconnaissance, il y a aussi la méconnaissance du fonctionnement. Et là, le temps manquant, on s'est vraiment penché sur le droit collaboratif et plus particulièrement sur le retrait. Parce que le retrait nous est apparu comme un des freins principaux du droit collaboratif. Il faut savoir par exemple qu'en Belgique, on a quand même une expérience, on a formé tout un barreau au droit collaboratif. Parce que pour pratiquer le droit collaboratif, il faut être plusieurs, il faut qu'il y ait beaucoup d'avocats. Et ce qu'on s'est rendu compte, parce qu'on a fait un petit bilan après quelques années, on s'est rendu compte qu'en fait, dans ce barreau-là, alors qu'ils étaient tous formés, c'est un petit barreau, ils étaient tout de suite 45, mais donc on les a tous formés et on leur a demandé, tiens, au fond, puisque vous êtes tous formés, quel est votre pourcentage de droit collaboratif? Et donc nous, on s'attendait à avoir énormément de dossiers, en fait, puisqu'ils sont tous formés. Et ils nous ont dit, on va vous décevoir, mais en réalité, on n'a presque pas de droit collaboratif. Et donc, on utilise des outils de la formation, mais on ne fait pas de droit collaboratif. Et donc, ce qui ressort, en fait, principalement des bilans, c'est que les avocats ont peur du retrait. Ils ont peur du retrait, qui est pourtant la clé de voûte du processus, puisque c'est ce qui va vraiment permettre de créer un espace de négociation sécurisé, c'est ce qui va concentrer toutes les énergies vers l'accord, c'est ce qui va être un levier de la confiance, ça va créer tout de suite un autre état d'esprit. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont déjà essayé de négocier comme en droit collaboratif avec les outils, mais sans signer la charte. Moi, ça m'est arrivé dans un dossier avec une consoeur que j'avais déjà rencontrée dans un dossier de droit collaboratif, et je peux vous dire que c'était pas du tout la même chose. C'était une négociation, mais ce n'était pas du droit collaboratif, alors qu'on était toutes les deux formés et qu'on s'était dit on va quand même utiliser les outils. Donc ce retrait, il crée un autre état d'esprit d'emblée. Il va créer un climat relationnel et émotionnel de qualité, va donner une garantie à chacun que quand on rentre dans un processus, c'est pour trouver un accord. Ça va vraiment permettre aussi de partager les risques. Et pourtant, ce qu'on constate, c'est que finalement, il y a une visualisation extrêmement négative du retrait. Alors, le préalable, c'est, moi j'ai envie de dire en pratique, alors on dit souvent il y a 90% de réussite, ou chez nous, moi j'ai envie même de dire, Karine, que dans notre pratique, on a plus de 95% de réussite du droit collaboratif, et que donc, on ne comprend pas cette image négative. Alors, on peut la comprendre si, en fait, on comprend l'être humain, et qu'on comprend en fait les biais cognitifs. Pourquoi ? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, il y a notre biais cognitif d'aversion à la perte. Et donc, même si c'est un tout petit pourcentage, c'est là-dessus qu'on va centrer notre attention parce qu'on a peur de la perte. C'est un biais cognitif qu'on a. Dès qu'on parle de perte, on va centrer notre attention sur ce qu'on risque de perdre. Et donc,
ce qu'on avait envie de vous dire en fait ce matin, c'était confrères et consoeurs, il faut biaiser vos biais. Et il faut vraiment vous lancer, essayer une fois, comme on dit en Belgique, essayer une fois un vrai processus de droit collaboratif et vous verrez le résultat. Parce qu'en fait, tous les avocats et avocates qui ont expérimenté un processus, qui ont vraiment déployé un climat de confiance, qui ont créé vraiment une empathie tant à l'égard de son client, mais aussi à l'égard de l'autre partie, tous ces avocats qui ont fait ce droit collaboratif pourront vous dire qu'à la fin du processus, ils se posent la question, tiens, s'il n'y avait pas eu d'accord, est-ce que je pourrais aller plaider contre l'autre partie alors qu'elle m'a livré ses fragilités, ses émotions, ses difficultés? Est-ce que d'abord j'aurais la niaque pour plaider dans une procédure contentieuse? La réponse, elle est non. Mais est-ce que je pourrais, en fait, ça relève presque pour nous de quelque chose qui touche à l'éthique, en fait. Et donc, moi, j'ai envie de vous parler, de biaiser ce biais et de vous parler, en fait, des gains du retrait. Parce qu'au-delà, justement, de cette visualisation négative, le retrait, il ouvre les portes, il ouvre de la lumière. Et c'est vraiment vers ça qu'on avait envie, enfin, c'est vraiment ça qu'on avait envie de partager aujourd'hui, ces 19 ans de pratique avec le retrait. De vous dire qu'en fait, en 19 ans de pratique, Karine et moi, on n'a pas perdu un seul client, au contraire, on en a même gagné beaucoup. Que ça a vraiment créé un autre état d'esprit de travailler avec le retrait en droit collaboratif, que dans aucun autre mode ne donne cette possibilité de travailler dans ce climat avec le retrait, que ça donne du sens, en fait, aussi, de travailler, en fait, dans ce contexte-là, que ça améliore indéniablement le quotidien de l'avocat et que ça crée de la valeur ajoutée, tant pour l'avocat que pour les clients, parce que ça amène à des solutions qualitativement plus élevées, grâce au fait que le retrait est un levier puissant d'avancée et de créativité. Alors, il y a aussi dans les freins qui peuvent se poser au niveau du droit collaboratif, la peur des accords forcés. Je ne sais pas si vous avez ça en France, mais nous, en Belgique, certains avocats disent, mais en fait, est-ce que le droit collaboratif, ça ne va pas amener à des accords forcés? Parce qu'au fond, s'il n'y a pas d'accord, les avocats doivent se déporter, donc peut-être que les avocats, ils vont un peu pousser les clients dans le dos, et donc, nous, on ne va peut-être pas faire de droit collaboratif parce que ça peut amener à des accords forcés. Et donc, par rapport à ça, on avait envie de partager ou de repartager une étude que peut-être plusieurs d'entre vous connaissent, qui est l'étude qui a été réalisée par le professeur Julie McFarlane au Canada, au début des années 2000, quand le droit collaboratif s'est développé. Le ministère de la Justice a confié au professeur de droit, Julie McFarlane, une étude sur l'impact du droit collaboratif. Et donc, cette professeure a étudié pendant plus de 3 ans. Elle a suivi des processus de droit collaboratif et elle a étudié les accords de droit collaboratif. Et ces conclusions, non seulement démontrent le taux de réussite très important du droit collaboratif, mais également, elle va constater dans tous les accords que les résultats obtenus sont équitables sur le plan juridique et satisfaisants pour les parties, que les solutions auxquelles les parties sont arrivées, c'est au moins ce à quoi chaque partie avait droit et bien plus à bien des égards, que la créativité permet l'élaboration de solutions sur mesure et souvent la présence de clauses à valeur ajoutée. Vous savez, toutes ces petites clauses qu'on pourrait aller devant le juge, on n'obtiendrait jamais. Comment les parties vont communiquer si elles ont encore un différend ultérieurement? Comment on crée un cadre complet de parentalité, par exemple en matière familiale? Comment on crée des modes de communication entre associés qui ont connu une rupture totale de communication amenant presque à la liquidation de leur société? Toutes ces clauses à valeur ajoutée qui sont permises dans ces modes amiable. Et donc, par rapport à la peur de l'échec, nous, on avait envie de vous dire les vertus de l'échec, comme Charles Pépin dans son ouvrage, c'est les vertus de l'échec, surtout qu'en réalité, en fait, l'échec, il n'est pas propre au retrait du droit collaboratif, il n'est pas propre au droit collaboratif, il est propre à tous les modes, en fait, de règlement différents. C'est qu'il y a des échecs dans tous les modes. Et ce qui est vraiment, je dirais, assez fascinant en Belgique, c'est qu'actuellement, il y a vraiment une interdépendance et des ponts qui se créent entre les modes alternatifs. Parce que, comme disait Karine, il n'y a pas un mode qui est la panacée, qui va régler tous les maux que rencontrent les parties. Ce qui est la panacée, c'est le choix, mais aussi les ponts et l'interdépendance entre les modes. Et je voulais vous parler notamment de 2 situations qu'on a vécues, enfin que j'ai vécues en Belgique, où en fait les parties étaient dans une médiation.
Et malheureusement, elles ne trouvent pas d'accord concernant un point de vue de fiscalité familiale. La médiatrice leur dit, mais écoutez, moi je vous propose sur ce point d'aller en droit collaboratif. Et donc voilà que moi je suis consultée par monsieur et un de mes confrères consulté par madame. Et donc on entame un processus de droit collaboratif pour régler ce point fiscal et un accord est dégagé qui a été intégré dans l'accord de médiation et les parties ont poursuivi la médiation pour le reste. J'ai également un processus de droit collaboratif, toujours en matière familiale, où en fait les parties sont allées en médiation pour régler la question de la pension alimentaire, qui est la prestation compensatoire, si vous voulez, en France. Et puis, elles ont trouvé un accord et on a intégré cet accord de médiation dans le droit collaboratif. Tout récemment, nous est venue une question dans la commission, parce qu'on a une commission paritaire de droit collaboratif en Belgique, nous est venue une question d'un dossier de droit collaboratif où les confrères, en fait, avaient aidé les parties à dégager un accord quasi complet. Et se posait la question, il restait 2 points en fait, sur lesquels il n'y avait pas d'accord. Et les parties ont suggéré à leurs avocats d'aller en conciliation devant le juge, Lara. Alors s'est posé la question, mais tiens, est-ce que l'avocat collaboratif, il a contentieux, lui a interdit, mais est-ce que Lara lui serait ouverte? Et donc on a eu cette question qui est arrivée sur la table de la commission paritaire de droit collaboratif et après plusieurs échanges, on a décidé de donner le feu vert en disant ça doit vraiment être strictement limité aux questions de la conciliation. Donc il est hors de question de faire des conclusions, il est hors de question de s'affronter, mais on apporte les informations devant le tribunal. Nous on appelle ça la CRA, c'est beaucoup moins joli que l'ARA, la Chambre de règlement amiable. Mais donc oui, c'est permis de passer du droit collaboratif à l'ARA, évidemment dans l'esprit du droit collaboratif et de revenir sans doute à intégrer l'accord complet dans un accord de droit collaboratif. Et donc c'est vous dire qu'on a vraiment intérêt finalement, puisqu'il y a les limites de la situation, il y a les limites de chaque mode, il y a nos limites aussi en tant que professionnels, c'est de trouver finalement la bonne alchimie dans chaque situation. Alors, la méconnaissance de la pratique, c'est vrai que ça c'est sans doute un frein extrêmement important parce que l'absence de pratique, l'absence de pratique, c'est évidemment un frein extrêmement important parce que beaucoup se forment. Nous avons formé en Belgique quand même assez bien d'avocats aux 3 niveaux de droit collaboratif. Et puis ils nous disent, écoutez, voilà, on a été formés, mais on n'a pas pu mettre en pratique. Et comme on n'a pas pu mettre en pratique, on a un petit peu peur de se lancer. Et on est dans un cercle vicieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a peur de se lancer, donc on prend des formations complémentaires. Et les formations complémentaires ne vont pas nécessairement apporter de nouveaux dossiers. Et donc là, comment faire pour essayer de sortir de ce cercle vicieux? D'abord, je pense qu'il faut pouvoir apporter une offre élargie de formations complémentaires qui sont plus orientées vers la pratique. Pas plus tard que hier, Anne-Marie et moi, nous avons donné une journée de formation qui est en fait une journée qui a été une journée d'exercice. C'est-à-dire qu'on est parti, on a commencé à 9h le matin, on a terminé à 17h le soir avec une petite pause à midi, on a traité un dossier qu'on a effectivement détaillé poste par poste, étape par étape. Et je pense qu'il faut vraiment essayer de faire preuve d'imagination et apporter à ceux qui veulent pratiquer, qui croient en ce processus qui est évidemment un processus extraordinairement intéressant et qui est porteur, eh bien je crois qu'il faut leur donner effectivement l'opportunité de pratiquer. Faire appel aussi à ceux qui sont formés et qu'on connaît peut-être moins, mais qu'on pourrait éventuellement conseiller. Vous êtes parfois consulté par quelqu'un dont le conjoint ou dont l'associé ou dont le locataire n'a pas nécessairement d'avocat et à qui vous écrivez en présentant le processus, et vous pouvez aussi avoir une short list, comme on dit chez nous, une liste plus courte d'avocats dans lequel vous pouvez intégrer des avocats qui commencent et où là vous allez avoir un rôle à jouer et un rôle qui est un rôle d'aidant parce qu'on en arrive en réalité au deuxième frein au niveau de la pratique. C'est que certains ont effectivement plus d'expérience que d'autres. Et il peut y avoir un déséquilibre en ce qui concerne les expériences par rapport au processus. C'est très différent de la médiation, parce que dans la médiation, le médiateur, il est seul. Donc il gère son processus tout seul, il prend ses responsabilités. Mais en droit collaboratif, on est 2, c'est une équipe. Mais justement, cette équipe, c'est un support. Cette équipe, c'est utile. Cette équipe, on peut s'appuyer sur l'équipe. Et je crois que ce qu'il faut dire à ceux qui débutent en droit collaboratif, c'est qu'il faut prendre appui sur l'équipe, qui crée la confiance, qui va effectivement être là pour soutenir,
Pourquoi? Parce qu'on va préparer certaines choses. Vous le savez, on a les débriefings, on peut faire le point, on peut voir ce qui a été, on peut voir ce qui n'a pas été. On peut aussi préparer avec le confrère certaines choses, certains passages qui sont plus compliqués. On sait qu'on n'aborde pas le fond, mais on peut quand même, comment dirais-je, cloisonner certaines choses qui sont plus compliquées. On est là en support, on peut venir lorsqu'on se rend compte qu'il y a une difficulté, on peut prendre le relais quand il y a une difficulté. Donc en réalité, il y a là, si vous voulez, une espèce de coaching interne au processus qui est utile et qui n'existe pas dans les autres processus. On a la chance en droit collaboratif de ne pas travailler tout seul. Donc c'est une chance qui devrait pouvoir permettre à ceux qui sont encore un peu effrayés à l'idée de commencer, de leur dire, mais voilà, vous n'êtes pas tout seul, hein, on est à deux, c'est un ensemble, hein, vous savez que on est même à 4 hein, à travailler au minimum, hein, les clients et les avocats. Alors, dernière chose dont on voudrait peut-être vous parler, mais je sais que cet après-midi on va en parler longuement, donc c'est simplement un petit point sur le coût et le temps. C'est vrai que c'est souvent un argument qu'on nous oppose. Est-ce que ça n'est pas plus lent? Est-ce que ça n'est pas plus onéreux? J'ai envie de vous dire, mais on le développera cet après-midi. À mon sens, non, mais on vous laissera découvrir ça cet après-midi. C'est ce qu'on appelle un teasing. Hein, vous voyez, on est pas mal pour ça. En conclusion, j'ai envie de dire qu'il y a en tout cas un mouvement qui est porté par certains, et nous en avons eu ici ce matin. Je salue les ambassadeurs, que ce soit les magistrats, que ce soit les professeurs d'université ou les avocats. Il y a des gens qui ont poussé l'amiable, et c'est clair que nous sommes à une époque où on ne peut plus faire l'impasse de l'amiable. Mais je pense qu'il est essentiel que les avocats puissent se réapproprier tout ce qui concerne l'amiable. Vous savez, en Belgique, les médiateurs, les avocats sont médiateurs, ils rédigent les accords. Hein. Chez nous, on va jusqu'au bout du travail. Hein. Bon. Eh bien, je pense que les avocats doivent se réapproprier l'amiable et peut-être apprendre à en connaître toutes les facettes. Voilà. Voilà. J'allais oublier notre belle capsule, attends. On ne va pas pouvoir vous la montrer, mais elle est pourtant très, très sympa. Très, très sympa. Ça va pas? Non? Non, tu es sûr? Ah, voilà. Elle est enregistrée dans le PowerPoint. Mais on n'a pas beaucoup de temps, je crois. Mais écoutez, elle est très bien faite. Vous pouvez me croire sur parole. Je vois que le temps est écoulé, vous avez sans doute très faim, mais si vous avez des questions, nous sommes évidemment à votre écoute pour y répondre. Merci Juliette. Oui, c'est allumé. Merci beaucoup. J'avais une question sur la transversalité et comment on peut articuler les différents outils. Juste de clarification en pratique, admettons qu'on ait ouvert un processus collaboratif, donc juridiquement il est ouvert, et qu'à un moment on ait besoin de faire intervenir, par exemple, un facilitateur, un médiateur, ou pour dénouer peut-être un sujet. Est-ce qu'on est d'accord que dans ce cas-là, c'est quelque chose qui se passe pendant l'ouverture du processus, qui reprend après jusqu'à son terme, c'est intégré à l'intérieur, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, nous faisons appel à des tiers quand c'est nécessaire, que ce soit un expert, que ce soit un psychologue, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, qui peuvent évidemment, à un moment donné où on se trouve confronté à une difficulté, on fait appel à quelqu'un du métier. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que comme avocat, nous ne sommes pas des apprentis sorciers, on ne fait pas de la thérapie. Donc, on peut effectivement, à certains moments, renvoyer vers un expert immobilier, vers un psychologue pour l'audition des enfants, par exemple, et on reprend le processus. Mais vous me permettez en fait de vous donner un exemple que j'ai eu en début de semaine de la transversalité, et peut-être une transversalité pas toujours dans le sens qu'on croit. Nous avons parlé de la gare de triage, et ce matin, Nathalie Fressero a parlé de l'importance de pouvoir effectivement faire le tri dans les différents modes alternatifs. Mais ce tri n'est pas toujours fait. Et j'ai donc été consultée comme médiatrice, et j'ai reçu lors d'une première réunion les parties qui ont commencé à
à m'expliquer leur situation, qui était assez ardue, une situation sur le plan patrimonial dense, avec pas mal de choses à démêler. Et nous avions donc convenu de nous revoir très tôt, dans la mesure où l'épouse souhaitait quitter la résidence conjugale rapidement, mais elle voulait au moins avoir certaines garanties, fût-ce au niveau financier de l'entretien des enfants. Alors, je leur ai donné un rendez-vous beaucoup plus tôt que ce que je fais d'habitude. Je leur ai donné un second rendez-vous, moins de 8 jours plus tard, et je leur ai adressé le protocole de médiation. Vous savez que le médiateur fait signer à l'entame de son travail un protocole, parce que ce protocole est en fait le garant de la confidentialité du système. Et donc, je leur ai envoyé le protocole en leur disant, voilà, lisez-le attentivement et nous le signerons à l'entame de notre seconde réunion. Et à l'entame de la seconde réunion, Madame a dit, j'ai pas d'observation, monsieur a dit, j'ai pas d'observation, mais je ne signe pas le protocole. Ah, et je dis, oui, expliquez-moi. Non, il ne dit pas que je suis opposée à la médiation, mais je me sens mal à l'aise. Je me sens mal à l'aise parce que je sais que mon épouse a été consulter un avocat qui lui a conseillé la médiation. Moi, je n'ai pas d'avocat. Et donc, je me sens déséquilibrée. Par ailleurs, je suis dans une situation pour le moment personnelle un peu difficile. Je vis mal les choses et j'ai l'impression que je ne vais pas être suffisamment soutenue, ce que je peux entendre, moi, comme médiateur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait, moi, la garde de triage. C'est-à-dire que je leur ai expliqué qu'il y avait d'autres voies possibles. Et je leur ai dit, voilà, peut-être que le droit collaboratif pourrait vous convenir, puisque vous souhaitez effectivement aller vers une solution négociée, vers une solution amiable. Vous avez besoin d'un soutien, monsieur. Vous avez l'impression qu'en médiation, même si les avocats peuvent être intégrés, moi j'intègre assez régulièrement et assez rapidement les avocats, si vous avez le sentiment d'avoir besoin d'une présence, quelqu'un qui est là pour vous donner du conseil et qui reste votre avocat, peut-être que le droit collaboratif est plus approprié. Eh bien, ils vont partir en droit collaboratif. Donc à tous les niveaux, je pense que cette information peut intervenir et elle peut être utile. Et si l'avocat, au départ, n'a pas nécessairement fait le travail de façon complète, puisqu'on était resté sur la médiation, eh bien peut-être qu'à un autre niveau, un autre intervenant pourra le faire. C'est un autre exemple de transversalité. Merci. Bonjour, merci de vous être déplacé pour venir nous dire tout ça. C'est très intéressant et c'est toujours très inspirant. Juste pour vous informer que, enfin vous informer, j'en sais rien si je vous informerai, mais que l'Ordre des avocats de Paris propose une formation à l'ensemble des modes amiables. Ça s'appelle l'EIMA, l'École internationale des modes amiables. C'est pas très connu, effectivement, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de publicité. Moi, je l'ai faite en 2019. Nous n'étions pas très nombreux, ce qui est dommage, parce que justement, ça nous formait à tous les modes amiables. Et je pense qu'on ne parle bien que de ce que l'on connaît. Et qu'à partir de là, effectivement, on peut et parler aux confrères et parler à ses clients parce qu'on est formé, on sait. Et quand on sait, c'est plus facile en fait de faire passer le message. Voilà. Donc en tout cas, ça existe au barreau de Paris depuis quelques années déjà. Et je pense que voilà, ça serait bien qu'on s'en empare aussi. Mais merci en tout cas de le signaler. Et ce qui serait sans doute peut-être, pour rejoindre ce que le professeur Frissero disait ce matin, c'est peut-être de le rendre obligatoire, en fait, ce cours, dans le contexte, justement. Enfin, nous, il est intégré dans le cours CAPA, en fait. Peut-être que ce serait vraiment important, en fait, de se dire que chaque avocat, pour mieux éclairer son client sur les différentes voies possibles, ait déjà ses outils quand il commence, en fait. Et donc, mais effectivement, déjà, vous avez l'outil, donc il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc, Alors juste, j'ajoute que le IMA, alors ça existe peut-être encore, mais les 2 dernières sessions, ça n'existe plus, en fait. Il n'y en a pas eu l'année dernière, il n'y en a pas eu l'année d'avant. Et juste aussi, une petite chose, c'est que je regrette, alors le processus collaboratif, l'AFPDC assurait les 2 heures de pré-formation, quoi. Donc, voilà. Mais oui, ça n'existe plus parce que personne ne s'inscrivait. Donc, Pierre, je crois que tu as une question. Une petite question d'ouverture. Vous avez très bien cité donc, l'article 444 du Code judiciaire belge qui met au centre l'avocat dans le processus collaboratif. Simplement, culturellement, est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que vous expliquez vos différences par rapport à la France? Est-ce que c'est parce que les Belges, avec les Néerlandais, les Allemands, la communauté francophone, sont capables de consensus et donc d'amener ça plus facilement?
Ou est-ce que c'est simplement un hasard du parcours de législation? C'est vrai que nous n'avons pas toujours que des records de non-gestion de villes comme la ville de Bruxelles où on bat tous les records mondiaux. On n'a pas que ça chez nous. Alors, je pense, pour répondre à votre question, que la médiation, les avocats, Anne-Marie me souffle à l'oreille, mais elle a raison, les avocats se sont emparés du processus dès le départ, tout de suite. C'est-à-dire qu'avant même que la médiation n'intègre le code judiciaire, donc je vous dis, il y a 26 ans, les avocats déjà pratiquaient et avaient déjà, sur le plan interne, avaient déjà établi des règles de déontologie, l'avocat, etc. Venant, d'ailleurs, on était très inspiré par les Canadiens. C'était la grande époque de la médiation au Canada, avec des femmes, notamment en 92, oui, c'est ça, et donc qui sont venus chez nous, qui nous ont en fait présenté le processus, un peu comme le processus collaboratif. Ils sont venus nous le présenter et on l'a pris. Je veux dire, vraiment, on s'en est emparé. C'est le mot. Et on l'a pris complètement, c'est-à-dire que les avocats, comme disait Karine, rédigent les accords de médiation, en fait. Et donc, je voulais aussi préciser, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je pense que c'est important de partager, on est le pays juste à côté, mais que dans la médiation, même quand on a des avocats, donc Karine et moi, on reçoit dans nos médiations des avocats aussi qui accompagnent leurs clients. Mais même quand les avocats sont présents, on demande forcément, est-ce que vous voulez rédiger l'accord? Pas plus tard qu'il y a, voilà, la semaine passée, donc j'étais le conseil d'une partie et Karine était médiatrice, et il y avait mon confrère qui était le conseil de monsieur. Et donc, Karine, on trouve un accord. Et donc, Karine demande, les avocats, est-ce que vous voulez rédiger l'accord? On a dit, non, madame la médiatrice, bien sûr qu'on vous confie la rédaction. Et c'est comme ça, et dans quasi, je dirais, 99,99% des médiations, le médiateur, même s'il y a des avocats, les avocats vont demander au médiateur et à la médiatrice de rédiger l'accord. Bien sûr, ils vont faire des observations, ce qu'on n'a pas manqué de faire on fait des observations parce que le médiateur est neutre, bien évidemment. Et donc, mais ça fonctionne comme ça et ça fonctionne très bien. Alors, pour compléter, nous avons aussi des médiateurs qui ne sont pas avocats. J'imagine comme en France, donc nous avons les tiers, ce qu'on appelle les tiers, qui ne nous aiment pas beaucoup, il faut bien le dire. Parce qu'ils ont toujours le sentiment d'avoir une situation un peu plus bancale que la nôtre. Alors, eux aussi peuvent rédiger des accords. Et là, évidemment, disons les choses froidement, on voit parfois des catastrophes. Alors, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est en tout cas d'abord de les inciter lorsqu'il y a des doutes ou quand il y a des situations juridiques complexes, parce qu'enfin, on est quand même parfois amené à devoir régler des situations complexes, à leur dire, mais faites-vous assister. Demandez à un avocat de vous assister dans la rédaction. Mais rien dans la loi ne leur interdit de le faire. Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. Alors, je dois être le seul avocat ici en droit fiscal. Donc, il y en a quelques-uns. Bon, voilà, c'est peut-être une question commune alors. Vous avez évoqué le cas de la mise en œuvre de modes alternatifs, l'application de modes alternatifs en Belgique sur pas mal de domaines, y compris le droit administratif. Est-ce que vous avez connaissance d'une mise en œuvre en droit fiscal par des confrères en Belgique? Oui. Tout à fait. Et il y a même, je vais vous dire que donc effectivement, ça se développe en matière fiscale. Et tout récemment, la commission mode alternatif du barreau de Bruxelles a travaillé à mettre sur pied une chambre ARA, qu'on appelle les CRA chez nous, spécialisée en fiscalité, avec les magistrats et les avocats spécialisés en fiscalité. Et apparemment, ça commence à bien marcher. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci. Mais je pense qu'il n'y a plus de questions. Alors moi, je vous souhaite un excellent déjeuner et je vous remercie pour votre accueil. Anne-Marie aussi. Pour ceux qui sont inscrits au déjeuner, on se retrouve au restaurant. Le quoi ? Le Palais, le restaurant Le Palais, au premier étage. On se retrouve là-bas. Ceux qui ne sont pas inscrits mais qui veulent quand même venir déjeuner avec nous, venez et signalez-vous peut-être. Signalez-vous auprès de notre trésorier, Jean Armand, qui est ici. Voilà. Merci.